Alors, euh, je passe maintenant la parole à Christian Huet, qui est professeur assistant à l'Université du Minnesota, au département des Cultural Studies et de littérature comparée. Il est l'auteur d'une thèse remarquée sur le corpus romanesque d'Édouard Glissant, publiée en 2017 aux éditions Peter Lang, Le discours choral, essai sur l'œuvre romanesque d'Édouard Glissant. Et il nous parle aujourd'hui de Sur deux poétiques, le même et le divers. Merci. Je voudrais commencer par renouveler les remerciements à Madame Glissant et à Loïc Seri pour ce colloque qui me fait penser à un autre colloque auquel j'avais participé, organisé par les mêmes en 2012. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir travailler avec vous sur des questions de recherche qui nous intéressent tous. Je vais donc parler aujourd'hui d'une distinction que fait Glissant dans le discours antillais sur deux poétiques, le même et le divers. Et en préparant cette communication, je me suis rendu compte que je me suis donné un défi assez impossible, à savoir de montrer comment les propositions avancées par Glissant dans le discours antillais au sujet de cette distinction donc entre la poétique du même et la poétique du divers contiennent déjà toute l'armature conceptuelle qu'il développera dans son œuvre théorique ultérieure. Si l'une des dettes que je dois à la fréquentation de l'œuvre d'Édouard Glissant est de pratiquer une critique bienveillante qui ne soit pas pour autant naïve, je n'ignore pas pour autant que certains de ses lecteurs ont cru percevoir un tournant conservateur à partir de l'essai poétique de la relation. Dès lors, suggérer, comme je le fais ici, une continuité entre le discours antillais et l'œuvre théorique ultérieure revient à réfuter la lecture de ces illustres collègues, et il faut pour cela que je rende raison de ma lecture. Une telle démonstration en 20 minutes ne saurait être entièrement satisfaisante, mais j'essaierai d'en esquisser les grandes lignes en rappelant premièrement les aspects fondamentaux de cette distinction entre le même et le divers. Deuxièmement, les prolongements que cette distinction trouve dans l'œuvre ultérieure, et enfin la dimension politique des poétiques qu'elle circonscrit, et c'est dans ce dernier moment que j'essaierai de traiter très rapidement ces questions de contestation qui ont pu être adressées à l'œuvre d'Édouard Glissant. Le récent ouvrage que Sam Combs a consacré à Édouard Glissant et à sa pratique de la résistance apporte une contribution essentielle à la pertinence politique de l'œuvre tardive de Glissant. Il montre notamment comment une part importante des essais publiés dans la dernière décennie de l'auteur atteste directement d'un engagement dans les débats politiques, allant notamment de la mémoire des esclaves à la question raciale aux Amériques, en passant par la vision de l'immigration et de l'identité nationale défendue par un président français. Pour mon propos, je m'orienterai vers un autre aspect qui est l'articulation du discours antillais aux essais poétiques ultérieurs, en insistant particulièrement sur la dimension politique de la poétique. Premier point donc, cette distinction, le même et le divers, qui revient, pour reprendre une expression utilisée hier par Jacques Courcil, qui revient à faire une croix sur la métaphysique occidentale. Dans le discours antillais, Glissant fait le constat suivant. Les peuples du monde ont été mis en contact à travers des violences telles que les conquêtes, les colonisations et les impérialismes. Ces violences ont profondément affecté la conscience que nous avons du monde, et une des conséquences en est que nous assistons au passage de l'universel transcendantal du même, de l'univers transcendantal du même vers l'ensemble diffracté du divers. On peut donc en conclure que ce passage affecte l'ensemble des dimensions de l'existence humaine, notamment l'identité, la culture, l'économie, la politique et la pensée. La distinction entre le même et le divers vise à préciser les formes de pensée et d'action à l'œuvre dans les changements affectant le monde actuel. L'essentiel des propositions de Glissant à cet égard se trouve dans le livre 2 du discours antillais, intitulé Poétique de la relation. C'est sur la distinction entre le même et le divers que s'ouvre cette partie du discours antillais, et l'on voit d'emblée que pour Glissant, cette distinction ressortit à la poétique et intéresse la relation.
La distinction s'articule autour de deux axes. Le même se pense sur l'axe vertical de la transcendance, tandis que le divers se conçoit selon un axe horizontal de la transversalité. La première question que l'on pourrait se poser est donc, pourquoi le même est-il ainsi appelé? La réponse est que le même a pour visée l'universel, entendu comme dépassement et sublimation des particularités individuelles, afin d'atteindre l'être, avec un grand E. Dans cette perspective, le même s'intéresse à l'autre, non pas en tant qu'autre, mais comme matière à sublimer. Pour qui voudra un exemple, on renverra au sort de Willer-Mamo dans Sartorius ou à l'usage du premier Béluse dans le IVe siècle. Dans la perspective du même, la transcendance est alors ce mouvement de sublimation à l'issue duquel tous les étangs s'effacent dans l'être. On remarquera qu'il y a là un paradoxe dans la mesure où le même entend fonder la dignité de l'individu à travers la propriété privée, comme le précise Glissant dans un chapitre ultérieur dans la même deuxième partie du discours entier. Ce même qui donc entend fonder la dignité de l'individu finit pourtant par nier l'individu dans cette sorte de dissolution dans l'universel. C'est grâce à cet universel généralisant que s'affirme l'être, identique à lui-même, justifiant par là son nom, le même. D'un autre côté, le divers est ainsi nommé parce qu'il s'agit d'un mouvement allant de particularité en particularité sans visée de sublimation. Plutôt que la transcendance, le divers établit la relation entre les étangs et au lieu de l'universel, il réalise le tout, mais un tout qui n'est jamais généralisant ni définitif. Ici aussi, il y a un apparent paradoxe dans la mesure où le divers qui repose sur la communauté n'est possible que par la sauvegarde des individus qui constituent la communauté. Ainsi, si le même ressortit à l'être immuable, c'est-à-dire l'un de la métaphysique occidentale, le divers réalise une totalité toujours provisoire et par conséquent changeante. Et si le même peut se passer de certaines composantes du monde sans pour autant mettre en danger l'universel, le divers, lui, ne saurait les ignorer sans du même coup s'appauvrir. Ainsi défini, le divers est au cœur d'une transformation de notre conscience du monde, et cette transformation s'accompagne de deux aspects fondamentaux que sont la lutte politique et la survie économique. Or, cette lutte et cette survie sont rendues inévitables par la violence enclenchée par l'assaut du même, et dont les épisodes centraux sont l'écrasement des peuples, les migrations et les déportations, et, précise Glissant, pire que tout, l'assimilation. En effet, pour Glissant, sous les dehors de l'universel, les conquêtes de l'Occident ont soutenu un effort d'imposer au monde ses valeurs particulières. De ce point de vue, la catégorie de la relation désigne à la fois un principe à l'œuvre dans le divers et un effort de penser la rencontre des particuliers qui coexistent sans s'exclure. Autrement dit, et là je reprends une idée de Glissant dans le discours entier, la relation est à la fois une réalité et une théorie. Évoquant une transphysique de la relation, Glissant indique qu'elle s'oppose à la fois à la glorification de l'origine unique et au nationalisme exclusif. L'origine unique trouve sa plus pure expression dans l'idée mythique de la filiation légitimante dont on parlait il y a un instant, telle que véhiculée par les épopées occidentales et dont la particularité induit une vision exclusiviste de la citoyenneté. D'un autre côté, tout en reconnaissant la légitimité et l'importance de la lutte politique de libération, Glissant se méfie des nationalismes intolérants qui risqueraient de reproduire le modèle politique dont ils entendent se libérer. Dès lors, la relation se veut une vision plus juste du processus de créolisation et de la pensée politique qu'appelle cette dernière. Mais il s'agit bien d'une vision et non d'un savoir. Aussi bien écrit Glissant dans le discours entier, la théorie de la relation ne saurait-elle constituer science? Elle n'est pas sue, elle est seulement connaissable. Cette nuance entre savoir et connaissance indique que la faculté privilégiée de la relation n'est pas la raison cartésienne, mais l'imagination inventive. Cela me mène au prolongement de cette distinction entre le divers et le même, au prolongement qu'il trouve dans l'œuvre ultérieure, et c'est mon deuxième point que je traiterai très rapidement.
on peut déjà le voir, l'essentiel des idées et notions qu'elle est développée glissant dans l'œuvre théorique ultérieure sont déjà présentes de façon plus ou moins élaborée dans le discours antillais, notamment à travers cette distinction que j'évoquais. En plus de la distinction entre le même et le divers, y apparaissent explicitement la notion de relation, déjà présente dans les tensions poétiques, mais sans la majuscule qu'elle prend à partir du discours antillais, le concept de l'être en tant qu'il s'oppose à la relation, la notion de rhizome empruntée à Deleuze et Guattari, l'opacité comme pierre angulaire du divers, la critique de l'universel occidental, une articulation du métissage qui annonce la créolisation, ainsi que la notion de totalité qui annonce le tout-monde et la mondialité. On y trouve même déjà le rapport qu'il développe plus tard, notamment dans l'introduction à une poétique du divers, le rapport donc entre la conscience écologique et le concept de la relation qu'il développe. Tout cela donc à partir de la relation et de cette distinction entre le même et le divers. Certaines de ces notions apparaissent déjà avant le discours entier. On a pu voir une raison supplémentaire pourquoi dans la communication faite hier par Raphaël Leroux. Donc ces notions apparaissent déjà dans l'intention poétique et on sait que Édouard Glissant, du moins dans une partie des textes qu'il travaille dans le discours antillais, en fait réunit des textes qui datent notamment de la même époque où il écrivait l'intention poétique. Glissant ne fait donc que développer des intuitions qui pour la plupart sont suggérées depuis ses premières œuvres. La critique de l'épopée occidentale, par exemple, l'approche du divers par Ségalen, la poétique du différé chez Faulkner, autant de questions qui examinent l'intention poétique que reprend le discours antillais et que développent abondamment les essais tels que la poétique de la relation, Faulkner, Mississippi, ou encore Introduction à une poétique du divers. Et puisque la distinction des genres littéraires n'est jamais étanche chez Glissant, ces intuitions trouveront une traduction parallèle dans l'œuvre narrative, si bien que le terme « tout-monde », par exemple, qui occupe une place prépondérante dans l'œuvre théorique, fait sa toute première apparition dans Mahagonie, roman que l'on pourrait qualifier d'expression fictive de la relation. Et un deuxième exemple a pu nous être donné hier par la X-série, notamment avec l'articulation avec la case du commandeur. Ainsi, quitte à accuser Glissant de conservatisme, il faudrait du moins lui reconnaître le mérite d'être resté fidèle à ses intuitions initiales. C'est du reste ce que fait Philippe Kayseri, qui voit dans la pièce Monsieur Toussaint les premiers signes du tournant réactionnaire imputé au Glissant tardif. Je partage une partie de la lecture, c'est-à-dire la partie consistant à dire que les propositions théoriques récentes étaient déjà en germe avec les premières œuvres de Glissant. Ce que je trouve totalement erroné, c'est l'idée selon laquelle ces propositions constitueraient un quelconque tournant conservateur dans la pensée de Glissant. Cela donc m'amène à la troisième partie de ma communication, à savoir la dimension politique de l'œuvre théorique de Glissant. Je voudrais consacrer ces dernières minutes à relever et à répondre à quelques-uns des reproches adressés à Glissant suite à l'œuvre parue dans les 2 dernières décennies de sa vie. Ne pouvant couvrir l'ensemble des auteurs qui se situent dans la ligne de lecture que je réfute ici, je m'arrêterai au seul cas de Chris Bongey, qui, dans Friends and Enemies, formule entre autres les griefs suivants. Premier grief, dans l'œuvre parue après le discours antillais, Glissant se montrerait sceptique, voire pessimiste, à l'égard de toute politique concrète et de sa dimension nécessairement partisane. Deuxième grief, son concept de créolisation ne prendrait pas en compte les conflits, ou plus précisément, les ignorerait totalement. Troisième grief, si le Glissant tardif se fait l'éloge de la pensée du tremblement, les idées politiques du Glissant intérieur n'ont pas toujours été tremblantes, comme en témoignent les œuvres telles que l'intention poétique ou le discours antillais. Quatrième grief, par la répétition, les essais de Glissant se complairaient dans l'autopastiche et l'inutile ressassement des textes antérieurs. Cinquième grief, après le discours antillais, l'œuvre théorique de Glissant abandonnerait la distinction entre le plan politique et le plan culturel, et ce, au seul profit du culturel. Citant un passage du traité du tout-monde à l'appui,
Chris Bongy décrit un glissant qui va jusqu'à avouer que ses essais n'ont absolument aucune efficacité contre les oppressions et que c'est grâce à cette inefficacité que les 10 essais transformeront l'imaginaire. Et je ne crois pas être injuste en voyant dans ce grief l'idée selon laquelle, pour transformer l'imaginaire, Glissant sacrifie l'action politique directe. Dernier grief, Glissant ne propose aucun principe d'action et insiste sur l'inutilité de toute résistance. Vous pouvez voir qu'avec un programme comme ça, je ne pourrais faire qu'une réfutation tout aussi schématique. Donc, j'espère que si j'ai été peut-être caricatural dans le résumé de l'œuvre de Bongy, je serai peut-être pardonné dans la mesure où ma réponse sera aussi caricaturale due aux limites de temps dont je dispose. Pour répondre au premier grief, je dirais que Glissant, donc le grief consisterait à dire que Glissant se désintéresse ostensiblement de l'action politique. Cette idée n'est soutenable qu'au prix d'une conception particulièrement réductrice de l'engagement politique. Lorsque Glissant développe une critique des identités exclusives, par exemple, comment ne pas entendre l'urgence des défis posés par des phénomènes tels que la résurgence de la suprématie blanche, la montée des extrémismes nationalistes en Europe et ailleurs, ou encore les fondamentalismes religieux. Et lorsqu'il voit dans la relation le principe de la solidarité transversale des êtres, comment ne pas percevoir la pertinence de cette intuition face à la crise environnementale ? Car, à force de ne voir la relation que sous le seul angle des cultures, on oublie, pour reprendre l'expression de Clovis Hedley, qu'elle repose d'abord sur une ontologie existentielle des étangs. Je pense par exemple à cette page de l'introduction à une poétique du divers où Glissant écrit, répondant à une question qui lui est posée sur la relation, « Quand certains écologistes dans le monde se battent pour leur idéal, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, si tu tues la rivière, si tu tues l'arbre, si tu tues le ciel, tu tues la terre, tu tues l'homme. » Autrement dit, ils établissent un réseau de relations entre l'homme et son environnement. Fin de citation. Le malheur de notre époque est que la conscience de notre relation, c'est-à-dire de l'idée que nous sommes irrévocablement reliés, coïncide avec l'ère d'une mondialisation qui s'attaque impitoyablement à la fabrique du monde. Mais il doit être possible de penser l'interconnexion des êtres, notamment avec cette notion du tout-monde, sans être pour autant soupçonné d'être le chantre déguisé de la mondialisation. Pour répondre au deuxième reproche concernant la créolisation, je dirais que non seulement elle n'ignore pas les conflits, mais Glissant ne cesse de rappeler que le creuset des violences, Glissant ne cesse de rappeler le creuset de violence où elle s'est forgée, c'est-à-dire la traite, les colonisations, les guerres, les migrations, etc. Simplement, Glissant constate aussi qu'au milieu de ces calamités dont on penserait qu'elles conduiraient à l'anéantissement ou à des replis intransigeants, naissent des réalités imprévisibles qui transforment les données initiales sans les renier. Inutile de préciser que ce constat ne signifie pas que Glissant légitime ou acquiesce à la violence, et encore moins qu'il l'ignore. Troisièmement, quant au glissant tardif qui tremblerait devant l'engagement politique, ma réponse au premier grief devrait suffire à tordre le cou à cette idée. Ajoutons simplement que la pensée de Glissant s'est progressivement précisée à partir des données initiales et on a pu en avoir eu un écho avec l'enregistrement qui a été joué hier au début du colloque. Donc cette pensée s'est précisée à partir des données initiales en tenant compte des mutations du monde. Dès lors considérée comme seule valable la forme initiale de la pensée de Glissant, c'est la vouer à un figement qui n'a ni pertinence ni justification. Quatrièmement, ce que je viens de dire répond aux reproches du ressassement qui pour le coup revient à vouloir imposer à l'auteur une vision de l'écriture qui n'est qu'une forme possible parmi d'autres et qui, en outre, est en totale contradiction avec le projet poétique, politique et philosophique de l'écrivain. Lui en faire reproche, n'est-ce pas une tentative d'embrigadement intellectuel qui omet de faire sa propre critique? Cinquièmement, et je répondrai ici en même temps aux deux derniers reproches, pour commencer, il est exact que dans le traité du tout-monde, Glissant écrit ceci. Nos lieux communs, s'ils ne sont aujourd'hui d'aucune efficacité, absolument d'aucune efficacité contre les oppressions qui stupéfient le monde, se tiennent pourtant capables de changer l'imaginaire des humains. Cependant, il suffit de lire le paragraphe qui vient immédiatement après
pour trouver cet ajout, là où les idéologies ont failli, et sans aucunement renoncer au refus et au combat que tu dois mener dans ton lieu particulier, prolongeons au loin l'imaginaire. Il aurait donc suffi à Chris Bongy de lire juste le paragraphe d'après pour remarquer la fausseté ou l'erreur dans son propre raisonnement. La vérité est que Glissant n'a jamais prétendu que le combat politique est inutile ou inefficace. Il n'a jamais renié l'importance des nations comme le prétendent Bongy et Hallward. Il n'a jamais posé le culturel au détriment du politique. Il est vrai cependant que son œuvre théorique ne propose pas de principe concret de l'action directe. Ce n'est pas un programme, disons, politique dans la version peut-être que pourrait avoir une sorte de politique activiste. Mais s'il ne le fait pas, ce n'est pas par mépris de l'action, mais parce qu'il estime crucial de faire la critique des visions qui sous-tendent l'action politique. Pour Glissant, cette critique est indispensable si l'on ne veut pas répéter les erreurs que l'on se propose de combattre, comme il le dit notamment dans l'introduction à une poétique du divers. Sa pensée est peut-être pas politiquement activiste, mais elle est sans aucun doute politiquement engagée. Sans doute, comme le remarque Sam Coombs dans son récent essai, une part du malentendu vient-elle du terme de poétique qui accompagne les notions telles que relation, divers ou tout monde. Mais dans l'esprit de Glissant, la poétique ne se réduit pas à une théorie de la littérarité du littéraire. Pour lui, la poétique est un élément de connaissance du réel et c'est à ce titre qu'elle contribue à la lucidité des visions politiques nécessaires à l'action. Je vous remercie. Merci d'avoir remis quelques pendules à l'heure. On verra si tout le monde est d'accord. Alors, je passe maintenant la parole à Beate Thiel, qui est l'une des principales traductrices de l'œuvre d'Édouard Glissant en allemand. Moi, on m'a dit l'une des principales traductrices. Alors, encore mieux, la seule traductrice de l'œuvre d'Édouard Glissant en allemand. Depuis 1983, elle est traductrice littéraire de l'anglais et du français, avec une spécialisation dans la littérature francophone de la Caraïbe et de l'Afrique, des œuvres d'Édouard Glissant, Assia Djebar, Le Clésio et Chika Yaoutamsi. Depuis 2013, elle traduit également les œuvres de Dany Laferrière et Patrick Chamoiseau. Elle travaille aussi comme interprète pour des festivals et dans les tournées de lecture de ses auteurs. Elle rédige des textes de traductologie et pour la radio. Beate Thiel est membre du Pen Club allemand. Aujourd'hui, le titre de sa communication est « Le créole en allemand, la traduction du discours antillais et la réception de l'œuvre d'Édouard Glissant en Allemagne ». Merci bien de me recevoir ici. Je suis vraiment très heureuse d'être là parce que c'est un peu un couronnement de tout mon travail que je fais depuis 1983. Je voudrais parler de la traduction du discours entier en langue allemande que j'avais entreprise en 1985. Édouard Glissant et moi, nous étions penchés sur le texte entier du livre et avions fait des coupures en fonction de ce qui pouvait intéresser un public allemand. Mon intervention questionnera s'il y a des passages coupés à l'époque qui devraient être rajoutés de nos jours. Je suis engagée dans un grand projet de traduction de l'œuvre de Glissant, 4 romans, 4 essais, un recueil de poésie, une opération de créolisation dans la langue allemande pour citer la définition de l'art de la traduction de notre auteur. En fait, j'introduis dans l'espace de l'allemand des textes inspirés par l'oralité créole et explicitement créole aussi, qui se trouvent dans les romans glissantiens. Mais est-ce qu'on peut aussi trouver un style créole ou au moins un accent créole dans le texte du discours entier? Cette question est en plein dans mon devoir de traductrice. Pour définir mon projet de traduction, j'analyse d'abord l'écriture dans l'original,
la forme et le fond. Alors, je vous fais juste le discours entier dans ses grands traits, parce qu'on a déjà eu les structures du discours entier hier. Je vais juste dire les grands traits parce que c'est vraiment à la base de mon travail, naturellement. Les habitants des Antilles françaises ne semblent pas avoir les problèmes de coloniser. Chez eux, la colonisation est réussie, puisqu'ils ont la nationalité française. Mais le grand nombre de malades psychiques, la passivité de la société et l'exode vers la métropole indiquent un trouble fondamental. L'identité du français de peau noire, elle est une illusion et ce constat dévoile un manque. Édouard Glissant tente dans son livre magistral du discours entier une mise en abîme de ce manque de l'être chez la population de la Martinique, descendante d'esclaves africains. Glissant piste ce manque dans une série de dépossessions qui avait commencé avec un peuple arraché de sa matrice originelle, l'Afrique, pour être asservi dans les Antilles. Glissant se donne pour but de rapprocher la réalité et le vécu douloureux et obscurci des Martiniquais dans leur passé et leur présent. De ce travail, on peut filtrer quelques thèses qu'il oppose à l'emprise universalisante de la pensée occidentale. C'est cette domination qui obstrue la prise de conscience du peuple martiniquais en tant que communauté. Le rapport de domination entre les anciens pays colonisateurs et les pays anciennement colonisés a, selon Glissant, résulté dans leur relation, une tension entre le Nord et le Sud qui est un drame planétaire, c'est une citation du discours entier, et une violence toujours recommencée, c'est aussi une citation du discours entier. La prétention à la domination de l'Occident est représentée sur le plan intellectuel par un absolu de l'histoire et de la littérature occidentale. Glissant s'attache à rompre cette domination par une pensée créatrice et subversive. À l'histoire occidentale, il oppose les histoires du monde. À la littérature occidentale, il oppose les littératures du monde. Au même, il oppose le divers. À la transparence dans le style occidental, Glissant oppose l'opacité des autres littératures en provenance des cultures non européennes. À la notion de la mesure du style littéraire après le modèle de la nature en Europe, la séquence régulière des saisons, etc., Glissant confronte la démesure dans le style des littératures du monde. Ces thèmes, résumés dans ces quelques thèses, réapparaissent continuellement et d'une manière très structurée dans les chapitres du discours entier. Le premier livre traite du problème central de l'histoire et de l'identité. L'histoire des Martiniquais reste à écrire. Glissant cherche les traces au lieu des faits pour décrire les empreintes de l'histoire de l'île qui est non écrite et en voie de disparition. Et il trouve un mécanisme culturel des habitants qui allège le manque ressenti de l'être, ce qu'il nomme les détours, un escapisme collectif qui prend différentes formes. Et je veux dire ici, parce qu'on a eu que le détour est un moyen de survie pour les habitants de Martinique. Et je pense que Édouard Glissant mène ses analyses avec sensibilité et compassion. C'est-à-dire, il ne critique pas qu'il applique des détours pour survivre culturellement, parce qu'hier, il y avait une critique sur le plan politique des détours. Moi, je ne pense pas qu'il critique ça. Glissant applique des méthodes d'une sociologie culturelle qu'il invente en parcourant le processus et qui produisent des résultats inattendus et brillants. Son procédé et ses trouvailles sont à la base du succès du discours antillais qui a nourri les idées des communautés et des individus de par le monde dans leur lutte.
La réception du discours antillais en Allemagne. Ceux qui connaissent un peu l'Allemagne sauront combien la phrase « je créolise la langue allemande » peut être provocante outre-Rhin. Naturellement, le terme de la créolisation comprend une notion bien plus vaste que celle de créoliser une langue. Pas encore présente explicitement dans le discours antillais, je la trouve en germe, par exemple, page 29, où Glissant parle d'une conception métissée des cultures. Je suis consciente aussi que la prétention de créoliser la langue allemande par la traduction est un peu exagérée quand même. Disons que c'est une provocation de Batuto, ce qui veut dire secrète et rusée, mais j'y tiens pour mieux discerner par les réactions ce qui se joue. La provocation en France serait différente. Je pense. Ici, la phrase serait plutôt ressentie comme lèse-majesté par une petite langue de colonisée envers la langue de la civilisation. L'allemand n'est pas valorisé de cette façon chez ceux qui parlent la langue. L'Allemagne est une nation récente, un conglomérat de différentes tribus et par conséquent, les dialectes divers sont toujours vivaces, ce qui n'est d'ailleurs pas ressenti chez les Allemands comme une richesse multiple. Il y a plutôt une recherche frustrante, parfois douloureuse, souvent crispée, d'une identité unifiée. En Allemagne, une langue comme le créole, d'origine caribéenne et des îles du Pacifique, dont les locuteurs sont en majorité noirs, semblerait tellement lointaine du vécu germanique et de sa culture qu'une telle créolisation semblerait surtout incongrue et par conséquent négligeable. La littérature allemande ne possède pas de littérature coloniale de qualité. Je vous rappelle un dicton du plus connu des critiques littéraires allemands, toujours très présent pendant les années 90 et 2000, Marcel Reich-Ranitzky à la télé allemande. Je cite, « Je n'aimerais pas lire un roman de langue allemande qui se jouerait à Istanbul. » Encore plus loin, ce serait inconcevable. C'est une méconnaissance du rôle que joue le reste du monde en Allemagne et elle est présente même dans les milieux lettrés et cultivés plutôt conservateurs qui ne sont pas la majorité des Allemands mais qui sont très influents et le redeviennent de plus en plus récemment dans la presse établie et bourgeoise avec des jeunes qui prennent le relais. Je dirais avec Édouard Glissant que cette méconnaissance se présente comme une grande résistance à ouvrir leurs imaginaires à l'autre et au monde. Le projet de traduction. Toute cette analyse du discours antillais que j'avais passé quand même, que je viens de vous faire, est un préalable à mon projet de traduction. C'est un projet structuré que je me pose pour mener à bien ma tâche. Je cite Antoine Berman, un traductologue éminent, qu'on en a eu quelques propos hier. La visée même de la traduction, ouvrir au niveau de l'écrit un certain rapport à l'autre, féconder le propre par la médiation de l'étranger, heurte de front la structure ethnocentrique de toute culture où cette espèce de narcissisme qui fait que toute société voudrait être un tout pur et non mélangé. Je vous avais déjà expliqué qu'une grande partie des milieux cultivés en Allemagne voudraient au fond rester dans le même. Cela s'accompagne d'une préférence pour les littératures anglophones. Peut-être que la langue et la culture anglaise sembleraient moins autres que le français. Ce n'est pas surprenant que le souci de l'unité s'exprime ainsi dans une réticence à moderniser aussi la langue. Mais heureusement, il y a les poètes, surtout d'une génération récente, ceux en dessous de 35 ans, qui manient la langue et innovent et trouvent. Paradoxalement, la tendance de cloisonnement est contraire à une vraie traduction en Allemagne. Je parle de la définition de Bildung, éducation et culture, de l'époque classique allemande.
À cette période, la traduction d'œuvres étrangères était considérée comme essentielle. Dans la définition de Goethe, une culture nationale n'était pas concevable sans l'appropriation de l'étranger. Aussi, l'époque romantique chez Hölderlin concevait une Bildung qui se faisait par le mouvement, en partant du propre, passant à travers l'étranger et en revenant au propre à la fin. Walter Benjamin s'inscrit dans cette tradition quand il dit de la traduction: Die große Sehnsucht nach Sprachergänzung soll aus dem Werke sprechen. Ce serait en français: la grande nostalgie du complément des autres langues devrait s'y exprimer. Et c'est Édouard Glissant qui se réfère à Walter Benjamin quand il déclare que l'écrivain contemporain est animé par la nostalgie heureuse de toutes les langues du monde. Analyse du style dans le discours: est-ce qu'il y a du créole? Pour un texte analytique de sociologie ou anthropologie, le style d'Édouard Glissant frappe par sa fluidité, sa vitalité, son énergie. C'est une prose parlée, les textes provenant surtout de ses discours et interventions, mais cette oralité se trouve aussi dans les ajouts par après, les introductions et commentaires. Dans cette oralité, il y a déjà un apport de créole. Mais voyons les pages 14 et 15 du tout début où l'auteur définit son projet. Ce début renvoie d'ailleurs au roman qui accompagne d'une certaine façon l'essai, La case du commentaire, que j'avais traduit avant d'entreprendre la traduction du discours entier. Alors, le début du discours entier, c'est: un préfet français affirme que les problèmes de déséquilibre mental seraient des problèmes presque insaisissables. C'est justement cet insaisissable que Glissant veut saisir. Il le résume dans une phrase cinglante. Il s'agissait de pisser je cite Glissant, il s'agissait de pisser à force les processus multipliés, les vecteurs enchevêtrés qui ont à la fin tissé pour un peuple, lequel disposait de tant de cadres et d'individus formés, la toile de néant dans laquelle il s'englue aujourd'hui. L'argumentation de ce texte essayiste contient des motifs que Glissant lui-même qualifie de créole. Dans ses analyses de cette langue, on trouve l'utilisation des paradoxes, le concret au lieu de l'abstrait, la matière remplace l'objet. Par exemple, dans la phrase « Le même a requis, il a eu besoin de la chair du monde ». L'écriture est marquée par un rythme des allitérations. C'est une prose qui tend vers la poésie. Comme on a vu dans le paragraphe initial que j'ai cité, l'argument est en suspension, souvent plein d'ironie, pour arriver à une chute en pointe acérée ou avec un constat d'une évidence frappante. La traduction ne doit pas trahir ce procédé de l'écriture. La structure argumentative en suspension doit rester telle qu'elle et la traduction doit aiguiser la pointe aussi dans la langue d'arrivée. La chute doit être là, poignante ou frappante. Pour obtenir la surprise, l'étincelle d'esprit dans la chute de la phrase, le défi est là. Le créole est surtout présent dans le texte essayiste par une prose rythmée, par le choix d'un vocabulaire où les mots sont utilisés à la façon créole, par certains moyens rhétoriques comme le paradoxe et l'ironie. Je saute tous les exemples que je vous avais préparés pour vous montrer comment je fais pour traduire le créole en allemand, mais je vais vous résumer un peu ce que je fais pour les romans. En résumé, comme je reste dans la langue française, je dois vous expliciter l'intention signifiante de Benjamin. Comment rajeunir la langue allemande avec les mots du matin? C'était la question que Hölderlin se posait en parlant de ses traductions du grec. Il avait pour stratégie de rendre les mots allemands à leur racine étymologique
et de mélanger ces expressions du lexique dialectal, parce que les dialectes en Allemagne, c'est vraiment encore très vivace aujourd'hui aussi. Donc, moi aussi, je mélange des éléments des différents niveaux et régions de la langue allemande. J'utilise des expressions dialectales avec celles du langage courant, voire de la langue enfantine quand il y a le bégaiement du créole, etc. Les mots-clés ont une fonction très importante dans le conte créole, comme dans l'œuvre de Glissant. Dans ces cas, le mot traduit doit avoir une valeur semblable au niveau sémantique et sonore, comme dans l'original, ça doit avoir un poids. Antoine Berman parle de l'iconicité des mots. Par exemple, il y a le mot papillon, où on le voit très bien, c'est le papillonesque du papillon. C'est ça l'iconicité du mot. L'essentiel de la traduction est le ton. Il doit être approprié. La solution en allemand ne doit pas sonner comme le mauvais style. La tension poétique doit être préservée et présente. Et je pense, pour parler de l'éthique de la traduction, je pense que c'est là que c'est pas l'éthique, c'est la poétique qui est la règle et qui a aussi c'est pas la responsabilité, mais c'est une valeur esthétique qui est là. L'essentiel est le ton, comme j'avais dit. La poétique d'Édouard Glissant, comme je l'ai exposé plus haut, demande une méthode de traduction qui conserve l'étranger dans le texte allemand. Les littératures du monde, comme toute littérature contemporaine de qualité, ne sont pas écrites pour communiquer, mais pour manifester. Aussi, la traduction d'une œuvre n'est pas le transfert simple, mais la manifestation d'une manifestation. Dans le milieu littéraire européen, le travail du traducteur de ces œuvres est la persuasion. Parfois, il doit défendre sa version mot par mot. C'est patent, un texte qui contient trop d'imprévus et ne suit pas les normes de lisibilité convenues suscite le narcissisme culturel évoqué plus haut. Le traducteur est confronté aux résistances des lecteurs et aux collaborateurs éditoriaux. Traduction des termes glissanciens. Après avoir monté un peu mes procédés pour la traduction des textes romanesques contenant du créole, je ne vais pas entrer à fond dans la traduction des textes de théorie dans les sciences humaines qui naturellement nécessitent d'autres méthodes. Je choisirai ici la question de savoir comment traduire les termes, puisque je pense que la traduction des termes glissanciens comporte une responsabilité énorme. Je donne juste un exemple de la version anglaise du discours entier. Les traces dans l'original, terme central pour la pensée glissancienne, qui exprime une subversion de la transparence occidentale si sûre d'elle-même, est traduit par tracks, qui serait plutôt piste en français. Pour bien traduire un terme, il ne faut pas seulement trouver le mot juste qui le représente dans la langue d'arrivée, ce qui n'est souvent pas si difficile, mais il faut surtout bien comprendre et après bien fonder tout ce qui se trouve autour. Les définitions, allusions, rapports, relais entre les termes et leur utilisation exacte. Alors, j'ai juste quelques exemples de termes. J'en prends juste deux. Poétique. Dans le discours entier, la poétique est définie par 401 par l'attention collective vers une expression libre qui ne s'oppose à elle-même, ni au niveau de ce qu'elle veut exprimer, ni au niveau du langage. La notion de poétique est un des termes qui sont souvent mal compris. Je cite une interview avec Wolfgang Bader de 1984 qui pose la question suivante. Est-ce que c'est là une norme poétique
au sens classique du terme, pourrait-on dire qu'il faudrait, dans l'état actuel du monde, écrire la littérature dans l'optique d'une poétique de la relation? Est-ce un engagement nécessaire? Et c'est la réponse d'Édouard Glissant. À mon avis, dans l'état actuel du monde, il faudrait produire des œuvres littéraires dans le contexte d'une exploration de cette poétique de la relation. Maintenant, est-ce que c'est tout à fait normatif? Je ne sais pas. Si vous dites que c'est normatif, vous dites du même coup que le poète doit être engagé, qu'il doit être ceci et cela. Je ne sais pas. Peut-être un poète peut ne pas être engagé au sens où nous l'entendons traditionnellement et comprendre tout de suite ce qui se passe au monde. Et un poète peut être engagé et être étrangement aveugle parce que sa théorie même de l'engagement l'empêche de voir ce qui se passe réellement dans le monde. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait que toute poésie valable à l'heure actuelle est une poésie qui s'insère dans cette relation et qui essaie de l'explorer. Après tous les chamboulements intervenus dans le monde dans les années 90 et 2000, de caractère économique, technologique, mais aussi foncièrement culturel et social, la notion de la poétique chez Glissant prend une signification beaucoup plus vaste. Elle se réfère à une prise de conscience de la relation dans le monde et avec le monde. L'individu doit trouver une réponse à la question comment vivre avec les autres et y fonder sa propre morale, puisque ni les idéologies ni les religions ne semblent plus donner de réponse pour cette situation inouïe que Glissant nomme la mondialité. La poétique est une divination et une intuition dans l'imaginaire que chacun doit soigner et pratiquer. Je donne encore quelques propos sur le terme des particuliers, parce que les particuliers le terme de particulier que je l'avais évoqué au début, avait entraîné la coupure de certains passages du discours entier pour la version allemande. En examinant ce terme, je trouverai peut-être les raisons pour lesquelles certains chapitres du discours entier que nous avions coupés à l'époque semblent nécessaires à l'heure actuelle. Le terme particulier est employé dans le chapitre le même et le divers. Glissant en parle dans le contexte de la formation de la nation martiniquaise et d'une littérature nationale qui serait un effort à faire dans l'urgence pour chacun à se nommer au monde. En fait, Glissant parle aussi des particuliers nationaux dans le contexte des agissements du même et de l'Occident, critiquant la transcendance d'un humanisme universel sublimant les particuliers nationaux. Par contre, ce qu'il en déduit après les passages cités contient une prophétie exacte de ce qui s'est passé entre-temps. L'irruption dans la modernité de toutes les sociétés du monde s'est faite d'une manière si bouleversante dans le grand changement que j'ai déjà évoqué, que la relation transversale dont Glissant parle dans le contexte du discours entier a d'une certaine façon sublimé les particuliers nationaux, toujours dans le but d'élargir la scène du monde, qui a résulté avec les développements récents dans ce qu'il avait nommé un monde totalisé. Par conséquent, et je clôt avec ça, par conséquent, les passages particuliers à la Martinique qu'on avait omis sont devenus des expressions politico-culturelles que Glissant évoque déjà dans le même chapitre que je cite, ce qu'on appelle un peu partout l'accélération de l'histoire qui provient de la saturation du même, comme d'une eau qui déborde son contenant, a partout débloqué l'exigence du divers. Cette accélération, portée par les luttes du peuple, a soudain fait que des peuples qui hier encore peuplaient la face cachée de la terre ont eu à se nommer monde totalisé. S'ils ne se nomment pas, ils amputent le monde d'une part de lui-même. Et cette nomination prend des formes tragiques, mais passe aussi
par des expressions politico-culturelles, sauvetage des contes traditionnels africains, etc. Et je pense que ce qui était particulier à la Martinique, c'est devenu aussi des formes politiques culturelles et qu'il faut les rajouter à une nouvelle publication qui va peut-être se faire du disque entier en Allemagne prochainement. Merci de votre attention. Je pense que nous pouvons maintenant ouvrir le débat. Donc, voilà. Merci. Eh bien, merci. Alors, moi, j'ai deux petites questions pour Christian. Je le félicite pour ce bel exposé. La première question, elle concerne donc l'opposition que tu fais à partir de Glissant entre le même et le divers, qui me semble être aussi un passage, ou du moins une déclinaison ou une variation de l'opposition entre identité et différence, hein, ou même, si on prolonge encore, entre un et multiple, ou entre totalité et infini, peut-être. On pourrait donc imaginer des équivalents d'opposition comme ça, ce qu'il appelle des oppositions binaires à la fin de Poétique de la relation. Le même et le divers, on voit bien que l'objet, c'est le monde. Identité et différence, c'est plutôt le sujet ou l'individu. Je voulais savoir comment tu penses l'opposition identité et différence chez Glissant, sachant que la question de l'identité ne fait pas l'objet des mêmes observations que le même. Hein, aussi bien divers et différence se rejoignent, mais entre même et identité, c'est pas tout à fait le même discours. Donc voilà, ça j'aimerais bien savoir comment tu le penses. Et puis la deuxième question, ça concerne l'engagement politique de Glissant, avec cette notion d'engagement, la critique de Chris Bonger que je n'ai pas lu, mais dont j'ai entendu parler et que tu confirmes là. Et je me souviens que Glissant, en effet, à la fin de sa vie, du moins à l'occasion des deux petits manifestes ou traités chez Galahad, disait qu'en effet, la littérature n'avait pas une visée finaliste ou utilitariste. Et donc, en ce sens, on pourrait donner crédit à Bonger en disant que la littérature, elle n'a pas vocation à agir concrètement. C'est-à-dire qu'il faudrait distinguer une littérature de l'imaginaire et puis un engagement politique qui n'aurait rien à voir avec le littéraire. Voilà, donc là aussi, je voulais savoir ce que tu penses peut-être. Est-ce qu'on ne peut pas dire à Bonger, oui, en fait, il a un peu raison. Enfin, voilà, je te laisse la parole. Oui, merci pour ces deux questions qui me permettront peut-être d'apporter des précisions que je n'ai pas pu inclure dans la communication elle-même. Premièrement, sur la question de l'identité, je pense qu'effectivement, on peut concevoir l'identité à l'échelle des individus, quelle est mon identité, donc l'identité du sujet, mais on peut aussi penser l'identité comme identité des cultures. Je pense ici, par exemple, hier on parlait de l'universel, de comment l'universel, tel qu'il est pensé par Glissant, va vers l'un, et l'un qui va conduire à l'universalité et qui va donc nier les individus. Et souvent, le problème, quand on fait la critique de l'universel, c'est qu'on peut s'entendre dire, oui, mais dans ce cas-là, on va rentrer dans une conception de la différence, comme on pu le voir, par exemple, dans les ethno-études, l'ethnologie ou l'ethnophilosophie ou ce genre de choses, où on va essentialiser la différence culturelle en disant, bon, d'accord, en Afrique, par exemple, on ne pense pas à la musique ou la littérature comme ici, donc on va imaginer la différence de l'Afrique, on va imaginer la pensée de la musique ou de la littérature en Afrique parce qu'ils sont fondamentalement différents que nous. Et donc là, on sera en train de penser en termes d'une identité qui n'est pas l'identité d'un individu, mais l'identité d'une culture, par exemple, ou d'un peuple. Et on a des difficultés
à admettre ce genre de pensée parce que ça revient en fait à reconduire une vieille lune colonialiste qui suppose qu'en fait il y a d'un côté l'Occident avec une certaine conception un peu, enfin une théorie comme on pourrait dire, et puis il y a une ethnothéorie et qui est donc pensée d'une certaine manière de façon qui l'assujettit à l'Occident. Donc il faut pouvoir penser la différence, par exemple, d'une culture ou d'un peuple qui ne soit pas de façon à l'assujettir par des moyens détournés à une certaine vision de l'Occident. Et là, je pense que quand on passe à la question du même et du divers, ça revient à avoir une autre approche de la différence, qui serait de dire, en fait, l'erreur initiale est dans cette sorte de façon de poser d'abord un universel et ensuite de voir comment on s'articule à cet universel-là, parce que c'est de cette manière-là qu'on va poser une sorte de norme par rapport à laquelle on va penser la différence de ceux qui sont différents. Mais si on part du principe que nous faisons tous partie du divers, alors il n'y a plus de centre auquel on va essayer de rattacher la pensée ou la théorie que l'on fait. On va penser l'Occident comme un élément du monde, qui est juste un élément du monde, mais non pas la référence par rapport à laquelle on va pouvoir penser le reste du monde. Et je pense que du coup, le divers de ce point de vue-là peut avoir cette, disons, particularité de pouvoir penser une identité qui est une identité collective et non pas forcément l'identité des individus, même si, me semble-t-il, ça doit pouvoir être possible aussi comme façon, disons, comme approche théorique, une possibilité aussi de penser les individus en pensant toujours à ce qu'il y a de particularité qui fait qu'un individu ne se réduit pas à un autre. Quant à ta deuxième question, celle de est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement dire, voilà, Bongi, effectivement, Glissant ne fait pas d'engagement politique, et c'est voilà, sa façon de penser la littérature. Je pense qu'on pourrait le faire à condition qu'on évite l'opposition que fait Chris Bongi entre une première époque où l'œuvre théorique de Glissant aurait cette, disons, valeur politique, et que c'est par rapport à cette valeur politique qu'on l'accuse de se renier d'une certaine manière. Je ne pense pas Glissant a eu des positionnements politiques très clairs, etc. Donc, en tant qu'homme ou que citoyen, il n'est pas du tout indifférent aux politiques, loin de là. Mais on doit pouvoir aussi faire les distinctions entre ce qu'un citoyen peut faire comme action, comme engagement, etc. et la production théorique qui peut être faite par les mêmes personnes sans qu'il y ait d'amalgame entre le niveau de l'engagement de la personne et le travail théorique. Ce qui me semble problématique chez certains critiques de Glissant, c'est cette prétendue distinction entre une époque où son œuvre avait une valeur politique et une autre époque où cette valeur politique aurait été perdue. Voilà. Oui. Merci. Écoutez, vous avez fait là des communications particulièrement denses. Et tout d'abord, merci pour cela. Donc, il est évident que le débat devrait nécessairement être aussi dense, mais ce serait impossible parce qu'il y a tellement de problématiques que vous abordez. Moi, j'avais quelques remarques et puis des questions ponctuelles, donc je vais essayer de ramasser tout cela. Avant tout, Olivier Douville, je voulais vous remercier pour avoir non seulement dressé un panorama du traitement de la question du délire verbal coutumier dans le discours antillais qui est absolument central, et d'une certaine manière, ça ramène un peu au propos que j'avais voulu suggérer hier à propos de la case du commandeur. Parce que les traits que vous avez soulignés à propos donc, du traitement du délire verbal, c'est-à-dire notamment la question de la convocation d'un corps sur lequel vous avez insisté, me fait encore devoir faire retour à cette question de la case du commandeur avec Pythagore cela, qui incarne d'une certaine manière cette convocation d'un corps, et d'emblée. C'est-à-dire que l'ouverture même du roman permet de matérialiser, d'incarner véritablement cette convocation d'un corps, et ceci dans des perspectives qui sont finalement celles que vous avez dites, à savoir
ce vers quoi va s'acheminer le discours antillais en termes de conclusion à cette question du délire verbal coutumier, c'est-à-dire l'Afrique. Lorsque Pythagore se met à hurler « Odono, Odono », en fait, il ne sait pas. Il ne sait pas d'où vient ce cri. C'est-à-dire que lui-même, il est d'une certaine façon agi, comme disent certains psychanalystes, par le cri, mais il n'en connaît pas l'origine. Et quand vous avez fait allusion à cette conclusion sur le vieux griot aveugle, d'une certaine façon, cette cécité est également celle d'Odono. C'est-à-dire Odono ne connaît absolument pas la signification de cela. Et si Glissant a pris la peine d'insérer ce surgissement du cri, c'est précisément pour incarner ce qu'il dit là, c'est-à-dire qu'il y a un manque, qu'il y a un trouble qui est exprimé dans le délire verbal. Évidemment, cela fait penser directement à ce qu'il traite dans le discours antillais à propos de cela, c'est-à-dire le fameux cas Suffren. Et le cas Suffren, alors en plus, à chaque fois que moi j'évoque Suffren, me revient tout de suite à l'esprit la vision même de ce qu'était Suffren, parce que moi, Suffren, je le voyais sur l'autoroute du Lamentin quand j'allais à l'école. C'était quelqu'un qui était toujours avec des si vous voulez, une accumulation précisément de pancartes, de choses comme ça, et puis avec des formulations tonitruantes qui par la suite ont été formalisées par le dogme de Cham, etc. Mais c'est exact. Oui. Parfait. Je savais pas. Ah, mais je ne savais, j'avais même pas, en fait, j'ai pas vu toute l'exposition encore. Et effectivement, alors là, ça doit être marquant. Mais effectivement, tout cela nous ramène à Odono. En fait, c'est ce que je voulais vous dire, mais j'avais une question particulière à vous adresser. C'est en fait également, enfin, c'est l'esprit de l'escalier qui me fait penser à cela, parce que j'avais formulé cette question hier, mais on était resté un petit peu sur l'autre fin par rapport à tout cela. C'est sur Fanon. Parce que finalement, quand vous traitez du délire verbal coutumier chez Glissant, on voit bien que ça nous ramène à la question de l'adaptation d'une certaine façon de la démarche psychanalytique au réel antillais. Ce que j'avais posé comme question hier, et vraiment j'aurais aimé vous entendre là-dessus en termes de quasiment de technicité psychiatrique et psychanalytique, comment Fanon, lui, a envisager cette adaptation de la psychiatrie au milieu algérien auquel il a été confronté, en redéfinissant les schèmes de la psychiatrie, mais enfin selon des modalités que vous pourrez peut-être mieux nous exposer. Alors ça, c'était la question. Comme je vous ai dit, j'essaye d'être synthétique, c'est très difficile. Pour ce qui est de la communication de Bernadette Desorbet, qui m'a beaucoup impressionné également, ce que je voudrais dire, c'est que vous avez noté là véritablement des structures dans le texte par rapport à cette question de la parenthèse qui, en effet, comme vous l'avez dit, rend visible le discontinu. Et ça, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'on a l'agencement même de la parenthèse qui nous ramène, dès qu'il y a une parenthèse, on doit déclencher en soi le fait que ça symbolise, ça incarne le discontinu, et ça vous l'avez souligné. Et un tout petit témoignage, Glissant disait toujours que cette subversion du texte, il l'avait depuis l'enfance, et que ça ramenait à l'éducation coloniale. C'est-à-dire que depuis l'enfance, il avait appris, enfin, dans ces fameuses rédactions, qui étaient toujours remarqués pour leur qualité, il faisait exprès d'instiller certaines subversions, comme par exemple en commençant les paragraphes par « et ». Et ceci, voilà. Et donc forcément, ça provoquait un peu la fureur des voilà, la fureur du maître colonial, évidemment, qui ne pouvait pas supporter cette espèce de scansion particulière, surtout de la part d'un écolier. Alors ça, c'était un témoignage. Vous avez parlé du savoir non su des origines par rapport à cela. Vous avez rappelé la question de Sanglis, ce qui nous ramène au roman, hein, parce que alors là, vraiment, on a quelque chose qui traverse depuis le IVe siècle et puis bien après. Donc cela, c'est absolument essentiel. Je n'avais pas véritablement de questions. Je voulais surtout saluer votre communication. Pour Christian,
vraiment, alors là, il nous faudrait une séance entière, parce que je salue avant tout ta patience. Je salue la patience que tu as de lire ces textes de Chris Bongy, qui pour moi relève de la falsification. Voilà, c'est tout. Mais je dois dire que si tu le fais justement avec cette patience, pour moi, ce n'est pas un hasard. C'est parce que ça me ramène à ta thèse. C'est-à-dire que tu appartiens finalement à un nouveau moment de la critique glissantienne qui consiste à relire, qui consiste à remettre le texte lui-même en avant. Et quoi de mieux pour répondre à Bongy et pour répondre à ces accusations-là que de retourner au texte et pour finalement ne pas verser dans une polémique qui serait sans fin, mais revenir finalement à la lettre même des choses. Donc déjà, effectivement, il y a cette position-là. Comme tu l'as dit, Sam Coombs, dans son essai récent, répond un peu et argumente, comme tu l'as fait, et avec cette même patience, à Chris Bongy et à Nesbitt, dans leurs errements et non pas leur errance. Ce que je voudrais dire là-dessus, avant tout, dans la réponse que tu as faite à Raphaël il y a un moment, l'importance de Ségalen pour ce qui est de la notion de divers. C'est-à-dire que tout ce que tu as dit nous ramène au fait qu'il ne faut jamais oublier peut-être que Glissant était un herméneute, c'est-à-dire un connaisseur très fin de certaines notions des poètes qu'il mettait au-dessus de tout et des écrivains. Et Ségalen, pour lui, était le foyer même de sa définition du divers. Et ce que tu as dit, c'est-à-dire cette vision finalement anticipatrice de notre réalité aujourd'hui, où le divers qualifie de manière un peu horizontale un ordre qui auparavant était, lui, vertical, c'est déjà dans Ségalen. Donc Glissant, d'ailleurs, il le dit dans l'introduction à la poétique du divers, en reprenant le divers ségalénien, c'est de cela qu'il se réclame. C'est exactement ce que tu as dit. Mais il y a un point sur lequel je voudrais insister, en complément de ce que tu as dit, pour ce qui est de la question du politique. Tu as dit que la question du politique, en effet, doit être redevable du schème de l'élargissement. Du schème de l'élargissement, finalement, in fine, dans les derniers essais, on a affaire à une vision politique qui est toujours là, mais qui tient compte finalement de l'évolution du temps et qui n'est pas de l'ordre du militantisme. Ce que je voudrais dire, et alors là, en effet, non seulement il faut relire les textes eux-mêmes, mais je dirais le paratexte, c'est-à-dire les positions réelles de ce qui était Glissant, dans ses interventions particulièrement, confère tout ce qu'il a dit avec Chamoiseau dans la promotion de ces derniers essais, ce qu'il a dit au moment du tournant corse, tu sais, au début, dans les années 90 en Martinique, avec justement Patrick Chamoiseau également. Édouard Glissant est resté un penseur de la radicalité politique jusqu'au bout. Et c'est à mon sens, c'est quelque chose à quoi il ne faut pas renoncer et qu'il faut regarder de près. Parce que le discours antillais, finalement, nous ramène à la question du national. On va l'évoquer demain, mais cette question du national, il n'y a jamais renoncé. Parce que la question du national, pour lui, n'était pas de l'ordre du militantisme, elle était de l'ordre de ce qu'il développe justement dans le discours antillais, à savoir la responsabilité des Antillais et des Martiniquais dans le traitement de leurs affaires domestiques, certes, mais de leur propre être, d'une certaine façon, de leur identité. Donc, cette question du national, il n'y a jamais transigé. Et donc, lorsque Chris Bongy, ces gens sont des idéologues, ces gens ne sont pas des lecteurs de Glissant. Ce sont des idéologues. Lorsqu'ils critiquent un Glissant qui aurait été un renégat d'une certaine façon, eh bien, il suffit de leur remettre les textes sous le nez, les textes qu'ils ne lisent pas de toute façon, mais également
le positionnement que Glissant expliquait, parce que Glissant a écrit, mais Glissant expliquait lors de ses interventions ce qu'il pensait de l'indépendance, de l'autonomie, de ce qu'avait été le moratoire, qui était pour lui une erreur, de l'irresponsabilité, et jusque dans les interventions sur l'écologie, sur la Martinique, zone bleue dans le monde, ce qu'elle pourrait être, mais ce que, évidemment, elle est très loin d'être, étant un pays qui a été empoisonné, dont les sols ont été empoisonnés par des colonialistes. Eh bien, cela, il faut quand même comprendre que Glissant n'a jamais renoncé à cela. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire comme complément, parce que, bon, tu as cette patience de reprendre ces griefs qui sont en réalité, pour moi, des falsifications, mais il faut toujours insister, à mon avis, sur cette radicalité politique qui demeure chez Glissant, non pas comme un extrémisme, mais comme quelque chose qui nous ramène précisément au discours antillais. Donc finalement, je me rends compte que je n'ai qu'une seule question qui s'adresse donc à Olivier Douville. Non, mais vous en faites pas, je suis capable de faire une réponse courte. Écoutez, merci d'avoir prêté attention à mes propos. Oui, ce que vous dites va au cœur même du texte d'Édouard Glissant, c'est-à-dire que ce texte parle de l'aliénation et pas uniquement de l'aliénation mentale. C'est juste de l'aliénation psychique. C'est pas pareil. L'aliénation mentale, c'est ce qu'on appelle, avec des commodités coupables, la folie. Et l'aliénation psychique, c'est consentir de façon peut-être compréhensible, mais tout de même un peu irresponsable, à la perte de soi en se précipitant dans une fausse identité qui restera évidemment une identité nécessairement anhistorique. Il y aurait peut-être à secouer ce paradoxe que la dite aliénation mentale est une façon de résister à l'aliénation psychique. Je donnerai juste un tout petit exemple. Quand j'ai travaillé au Cambodge, alors c'est très, très court comme exemple, à une époque où, c'est pas comme maintenant, avec la possibilité de dire il y a eu des bourreaux, des victimes et puis des salopards qui étaient le go-between, ça a échappé à un truc qui était terrifiant, qui était une amnistie sans que l'histoire soit constituée. Ce n'était pas une prescription de pardon, parce qu'après tout, le pardon, c'est autre chose, c'est une prescription d'amnésie. Ça a des effets absolument ravageurs. Et je voyais émerger du Mékong, bien sûr des rives du Mékong, ça du fleuve, 5 ou 6 silhouettes, car ça passait comme des silhouettes à la nuit tombante, de gens qui s'étaient couverts de boue, de morceaux d'arbres en humus, en pourriture, etc., et disant qu'ils étaient plus des humains, qu'ils étaient comme les morts, etc., dans une espèce d'entrelacement funèbre. Des défunts, mais qui n'en étaient pas, parce que c'était des morts pas reconnus et pas honorés. Voilà. Et ils n'étaient pas dingues, certains étaient dingues, mais ce problème n'est pas là. C'est qu'il y avait dans cette parole très, très, très dingue qui se libérait quelque chose qui disait « secouez-vous ». Secouez-vous, ça s'interprétait comme ça. Il savait du reste où aller parce qu'il était à 2 pas de l'hôtel et tout journaliste. Si la prescription d'amnésie, de non-reconnaissance des traumas, comme ça, et ce sur quoi on fera une unité, ce ne sera pas une unité, ce sera un agrégat déresponsabilisé. Et ça, je l'ai vu dans plein de situations où la violence politique, quand elle est complètement tue, c'est par une espèce d'exaspération du trauma individuel qu'elle arrive à trouver ses traces de mémoire. Alors sur Fanon, que j'ai découvert en même temps que Glissant.
C'est marrant, c'est la même année. C'était en 82 parce que je travaillais avec Jean Galap à l'époque. J'avais rencontré Jean Galap, qu'on a un peu perdu de vue, je crois en Martinique. Lui, il est marqué par aussi tout le travail de Toscaïès, comme ça, la psychiatrie institutionnelle. Du reste, c'est pour moi une source de vif mécontentement, restons calmes, que lorsqu'on se réfère à la psychiatrie institutionnelle, on ne parle jamais de Fanon. C'est quand même un truc dingue. Voilà. Ça aussi, comme amnésie construite, c'est pas rien. Bon. Et alors, quand il arrive à Blida, il a cette idée de faire comme on faisait à Saint-Alban, etc. Bon, Saint-Alban, c'est aussi la poésie, c'est aussi Éluard. Voilà. Et il se rend compte très vite que ça ne peut pas être possible. Parce que ce qui est présenté, les techniques, qui sont des techniques extrêmement belles, ateliers d'écriture, etc., qu'il connaissait, qu'il avait emmené avec lui, imprimerie, tout ça, apparaissent trop en miroir, en Algérie, pas en France, avec les modes de présence de l'imposition coloniale sur les textes, sur la parole, sur la langue. Voilà. Et il invente, je dirais, ce qui a été pas toujours très bien compris, Ali Cherki l'a très bien compris, je dirais, une façon de reprendre le référentiel culturel, dans le café mort, etc., hein, qui ne signifie en aucun cas qu'il réduit la souffrance psychique à, je dirais, l'expression d'un code culturel essentialisé et atemporel. Voilà, en aucun cas. Hein. Et c'est en remettant, je dirais, presque en valeur, pas simplement en présence, mais en valeur, dans le traitement, les langues algériennes, langue arabe, hein, ça va s'entendre un petit peu, c'est mis en valeur, qu'il va, d'une certaine façon, reprendre la question de l'écoute du trauma actuel. Voilà. Ce qui l'amène à entendre et à protéger aussi beaucoup de combattants. Hein. Alors, si on lit, dès qu'on lit, je dirais, Les années de la Terre, hein, on se rend compte que Fanon, qui avait des distances assez bien vues, son cadre de référence, avec la psychanalyse, était beaucoup plus proche de l'existentialisme, beaucoup plus proche des critiques que Sartre adressait à la psychanalyse, revient à la psychanalyse pour écouter ses patients, non pas pour oublier la violence du politique, mais pour comprendre le lien entre violence du politique et trauma. Et un de ses auteurs de réflexion, c'est un de ses livres, c'est le gigantesque et déconcertant Deuil et mélancolie de Freud, à ce moment-là. Maintenant, un autre point, mais c'est comme ça, allusif, et j'arrête là-dessus. C'est pas dans Les Damnés de la Terre, pardon, c'est dans Peau noire et masque blanc. Ce livre bouleversant de Fanon, très émouvant, qui bouleverse les donnes, quoi, se termine par un appel au corps. Alors, je ne l'ai pas exactement en tête, mais c'est mon corps fait en sorte de ne jamais cesser de me questionner, de m'interroger, etc. Et ça, je trouve ça très, très important. Voilà. À qui question? Oui, alors madame, j'étais très intéressé par votre intervention pour la réception en Allemagne de l'œuvre d'Édouard Glissant et la capacité justement par rapport à la position de récente, vous dites, de l'allemand comme langue unifiante, puisque l'Allemagne, l'unification allemande, bon, c'était, bon, c'est fait, mais la position de la langue et par rapport à sa capacité justement d'intégrer une œuvre comme celle d'Édouard Glissant. J'aimerais que vous reveniez là-dessus pour montrer vers quoi quelle réalité ça bute. Est-ce que la langue française, avec sa prétention universalisante et l'œuvre d'Édouard Glissant, elle a montré qu'il pouvait perturber, justement, provoquer la langue et la déstabiliser, comme dans le siège de ce qu'avait mis Césaire, et regarde une langue allemande qui, quand même, pour vous, avec, de par sa fragilité récente,
la capacité d'absorber, pas d'absorber, mais d'être à l'écoute du discours antillais que vous essayez d'apporter à la connaissance des Allemands. Oui, comme je disais, la langue allemande, elle n'est pas vraiment unifiée. Il y a encore beaucoup de dialectes. Et dans mon procédé de traduire le créole, parce que naturellement, j'avais beaucoup d'exemples que je n'ai pas pu nommer là maintenant, je fais un mélange. Je créolise vraiment la langue allemande, mais ce n'est pas si difficile parce qu'elle s'y prête. Par exemple, l'allemand, on peut faire la même chose qu'au créole. On peut aligner des noms, alors des substantifs. On peut les aligner. Alors ça, c'est plus facile qu'en français. Et puis aussi, avec la syntaxe, on peut faire ce qu'on veut parce que l'allemand n'est pas très rigide dans la syntaxe. Et tout ça, c'est assez avenant pour faire une traduction que j'ai faite. Et ouais, j'allais d'ailleurs, j'avais dans mes exemples, par exemple, justement le conte du poisson-chambre, quelques extraits de vous les lire parce que là, on entend que ça. Je pourrais faire ça là maintenant, si vous voulez bien. Ouais. Alors ça, c'est le discours entier en allemand. C'est juste un tout petit extrait du conte du poisson-chambre. Et comme on avait entendu, c'est la trahison en Afrique d'un frère qui... Ouais, alors, en français, ça se présente comme ça. Qui l'eût cru, nul l'eût cru. C'est que le frère avait donné à boire au frère l'essence de la fleur d'aucune heure, celle qui fait que tes yeux tombent dans ton fond, et il a ainsi engouffré tout bout dans le dédain du poisson. Et il criait, bon vent, bon vent. Quand tu bois la fleur d'aucune heure, tu te lèves à côté du thon. Bon vent, le côté du thon, c'est la fosse de l'océan. Alors il a enlacé la femme du jardin pour qui son corps avait brûlé, mais le poisson-chambre a sauté plus haut que le haut, il a chanté. La fleur d'aucune heure a laissé son odeur. Au frère Taktakalik, tu vas voyager tout. La femme du jardin a séparé les deux frères. Le jardin de la femme va rattacher les deux frères. Alors, chantant, il prend dans sa gueule le frère endormeur, aussi bien que la femme enlacée. Chantant, il porte dans son boyau le frère endormi et la cause trahie. Alors, je vous lis ça en allemand. Attendez. Il faut que je trouve 67. Là. Alors, qui l'eût cru, nul l'eût cru. Wer hat's gedacht? Keiner hat's gedacht. Denn der Bruder hat dem Bruder den Saft der zeitlosen Blume zu trinken gegeben, die Macht, dass deine Augen tief in dich hineinfallen, und er hat ihn so ganz leblos und weich ins Innere des Fischs fallen lassen. Er rief, guten Wind, wenn du die zeitlose Blume trinkst, stehst du auf der anderen Seite der Zeit wieder auf. Guten Wind. Die Seite der Zeit ist der Graben des Ozeans. Dann hat er die Frau des Gartens umarmt, für die sein Körper brannte. Aber der Zimmerfisch ist noch höher als höher gesprungen und hat gesungen, das zeitlose Geblüm hinterließ sein Parfüm. O Bruder Takalik, fahren sollst auch du. Die Frau des Gartens hat getrennt die zwei Brüder, der Garten der Frau bindet die zwei Brüder. Dann nahm er singend den Einschläferer ins Maul mitsamt der umschlungenen Frau. Singend trägt er im Gedärm den Bruder im Schlafe und den Verrat an der Sache.
Oui, alors, j'aurais voulu poser une question à Beate, justement. Tout à l'heure, vous avez cité la phrase de Rajanitsky, je veux dire, sur le fait qu'il n'aimerait pas lire un roman allemand qui se passerait à Istanbul. Bon, et justement, je me posais deux questions. La première, c'est qui lit Glissant en Allemagne? Bon, parce que j'ai une certaine idée de qui lit Glissant en France, et j'ai vu ces dernières années de plus en plus, la référence à Glissant traverser des univers culturels différents, etc. Bon, je vois très bien comment Glissant se diffuse en France. En tout cas, je veux dire, depuis justement plutôt la créolisation, la phase créolisation, si j'ose dire, de son œuvre, que d'ailleurs depuis le discours antillais. Mais qui lit Glissant en Allemagne? Et d'autre part, est-ce que les écrivains turcs de langue allemande s'intéressent plus particulièrement à Glissant? Est-ce que vous en savez quelque chose? Bon, et est-ce qu'il y a un rapport entre la question des écrivains turcs en Allemagne et ce que Glissant pense dans toute son œuvre, voilà. Alors, voilà. Et d'autre part, question, mais qui est secondaire par rapport à ça, on en a parlé un peu hier dans une conversation entre nous deux, la question des éditeurs, à mon avis, est très très importante. Je pense que l'œuvre de Glissant n'est pas la même chez Gallimard que l'œuvre de Glissant au Seuil, par exemple. Que les passages d'un éditeur à un autre disent des choses aussi sur les lecteurs des auteurs. Ça vaut pour tout le monde, pas seulement pour Glissant. Et donc, qui édite Glissant en Allemagne? Et est-ce que l'éditeur de Glissant en Allemagne, dont vous m'avez parlé hier, édite d'autres auteurs qui, sous une forme ou sous une autre, pourraient être comparés à Glissant, ou est-ce qu'au contraire, il n'édite que des auteurs germano-allemands voilà. Bon. Alors, c'est une question en trois temps. C'est intéressant que ce propos de Rajanitsky, cette phrase a été justement citée dernièrement dans un article, et qui ironiquement, parce que naturellement depuis les années 2000, quand Rajanitsky était au front de la télévision, les choses ont changé, et comme je disais, il y a les poètes d'en dessous de 35 ans qui ont très souvent, qui sont très souvent des Allemands d'origine turque, ou bien d'autres cultures, et qui sont des Allemands, et qui justement qui font ces mélanges et qui mettent qui innovent dans la langue allemande, et qui font le mélange avec leur turc de l'origine. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Et ils le font dans les poésies, et c'est vraiment très intéressant. Deuxièmement, il y a justement, s'il y a Édouard Glissant en Allemagne, c'est parce que j'ai proposé cet auteur à une maison d'édition qui a héroïquement, vraiment, depuis 1983, sorti quand même 8 livres d'Édouard Glissant en collaboration avec Sylvie Sévin. Et puis, il n'a pas, on ne peut pas dire que les ventes étaient exceptionnelles. Elles étaient presque inexistantes. Et au début, quand Glissant était venu en Allemagne, il y avait juste une dizaine de gens qui étaient présents pour ces lectures. Et on était vraiment un tout petit groupe des amis d'Édouard Glissant en Allemagne. C'était vraiment très... Mais ça a changé. Et il y a, par exemple, Bernard Desorbet qui enseigne Glissant à la Humboldt-Universität. Il y a des gens maintenant qui l'enseignent, et il y a des étudiants qui le lisent. Il y en a beaucoup plus. Et c'est toujours comme ça. Toujours les ventes sont vraiment très petites, parce que, comme je disais, l'Allemagne, elle est un peu close encore. J'ai dû couper à la fin ce propos que j'avais préparé pour vous dire justement comment ça se passait en Allemagne maintenant. Mais je pense que la pensée glissantienne, elle est quand même... il y a un fleuve
en dessous de la conscience, qui est quand même très, très vivace en Allemagne. Et la pensée glissantienne est reçue très, très largement par les gens avertis. C'est normal qu'on ait maintenant une proposition de l'identité qui soit relationnelle. Ça, c'est tout à fait normal. Dans la société allemande, bien qu'on ne sache pas d'où viennent ces idées, et même les deux églises chrétiennes en Allemagne, en 2015, ont défini ou ont proposé une identité chrétienne qui est relationnelle. Elle vient des relations dans le monde. Ils ont mis ça sur leur définition économique des chrétiens en Allemagne. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font parce que naturellement, on accueille aussi des migrants et la société est vraiment en mouvement. Mais malheureusement, c'est pas par les gens ne savent pas que c'est Glissant qui est à l'origine de tout ça. Et puis, et en plus, il faut dire. Ouais. Non, en plus, il est Glissant récemment et aussi reçu dans le monde de l'art qui est beaucoup plus avancé ou bien plus important que la littérature en Allemagne. Le monde des arts plastiques et le monde de l'art, mais paradoxalement, ça vient par le biais de l'anglophone. Par exemple, par Poétique de la relation, version anglaise. C'est comme ça qu'il est connu. Et la maison d'édition Wunderhand, qui est une petite maison qui est spécialisée dans la francophonie, ils ont compris maintenant, ils vont faire une grande campagne pour cet automne pour mettre en avant qu'eux, ils ont déjà tous ces livres traduits en allemand de Glissant. Ouais. Mais ça, c'est vraiment... C'est dommage. Ouais. Oui. Merci. Je voulais signaler que dans le numéro de la revue Chimère consacré à Édouard Glissant, il y a un article d'une jeune femme d'Allemagne de l'Est qui explique comment la pensée de Glissant, au fond, leur sert pour vivre leur production culturelle en Allemagne de l'Est en ayant renoncé à essayer de s'assimiler à l'Ouest directement. Ouais. Et en plus, il y a aussi, par exemple, une écrivaine suisse qui a utilisé Glissant pour un roman qu'elle a fait sur Rizal. C'est une figure des Philippines qui était venue en Europe dans le XVIIIe siècle et qui était rentré aux Philippines et il avait écrit à Guillaume Tell, Philippin des Philippines. C'est une figure qui a même un monument quelque part en Suisse. Et elle s'est servie aussi du discours entier pour écrire son roman. Elle voulait venir, mais elle n'a pas pu venir ici pour le colloque. Alors, c'est vrai que justement, la pensée de Glissant, elle diffracte dans les sociétés, mais aussi dans les individus. C'est-à-dire qu'elle se sert principalement du concept de créolisation pour essayer d'avoir une production culturelle de dominés qui deviennent autonomes. Voilà. Et c'est en cela que Glissant le sait. Mais on va parler de ça peut-être demain. On va peut-être parler de ça parce qu'on a un grand projet en Allemagne qu'on veut réaliser, une prolongation de ce colloque aujourd'hui vers l'Allemagne. Et en Turquie, est-ce que Glissant est traduit? Glissant, c'est le contraire d'Erdogan. Donc, est-ce qu'on sait si Glissant, Loïc, est-ce qu'on sait si Glissant est traduit en Turquie? Je ne sais pas. Erdogan n'est pas très créolisation.
la novice que je suis ose une question. Je ne suis pas spécialiste. Est-ce que le processus de créolisation est un danger? Pour qui? En quoi? Pourquoi? J'ai l'impression. Hein. Qui le voit comme un danger et pourquoi? En général. Je vais me risquer à répondre à cette question, peut-être en signalant que dans l'introduction à une poétique du l'hiver, le premier chapitre, il y a en fait une question qui reprend presque mot pour mot la question que vous posez, un poète québécois qui demande à Glissant, est-ce que la créolisation est un danger? Et Glissant, alors je réponds de mémoire et j'ai une très très mauvaise mémoire, donc ça va être vraiment pas aussi bien que ce que Glissant dit, mais en gros, il rappelle qu'on ne peut concevoir la créolisation comme un danger que si l'on se met dans une position d'imaginer par exemple sa propre identité comme une identité, en termes de pureté identitaire, et dans ce cas-là, l'identité serait menacée effectivement par tout ce qui pourrait venir intervenir, disons interagir avec elle. Deuxième chose qu'il rappelle et qui me paraît intéressant, c'est parfois quand on parle de créolisation, les gens entendent créole et ils se disent la créolisation c'est rendre créole, et Glissant a répété à plusieurs fois, notamment dans ce chapitre que je suis en train de citer, que pour lui ce dont il s'agit ce n'est pas de rendre quoi que ce soit créole, mais il s'agit du processus. C'est une analogie en fait théorique qui permet de penser le processus qui fait passer une certaine situation avec des données initiales de départ à un résultat qui est totalement imprévisible. Donc ce n'est pas, si on se pense par exemple à la créolisation en disant oh là là on va perdre notre langue, elle va devenir autre chose. Déjà il faut remarquer que les langues évoluent donc d'une part, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce n'est ni une affaire de transformer les langues à Mars forcé vers je ne sais pas quoi, mais c'est plutôt imaginer, c'est penser ce processus qui est à l'œuvre dans le changement et des cultures et de la façon dont nous pensons les relations à l'autre, et aussi dans des questions. J'aime beaucoup cette citation qu'il fait en citant les activistes environnementaux, parce que ça permet aussi de penser, de voir de quelle manière Glissant voit cette notion de la relation, qui a été traduite c'est l'une des choses que je reproche à la traduction de Mike Odash, même si je ne vois pas très bien comment il aurait pu faire autrement, mais il a traduit la notion de relation à cross-cultural. Et ça va renvoyer l'idée de relation à une question de relation, de culture seulement. Et quand il fait la référence à la question environnementale, il montre à quel point ce dont il s'agit dans ces notions qu'il avance, c'est une façon de penser l'être dans sa globalité, non pas seulement l'être humain, mais la totalité du monde, et de penser comment les interconnexions qu'il y a au niveau de l'être ont des enjeux politiques. Donc je voulais de façon un peu bavarde peut-être rappeler ces distinctions qu'il fait, notamment dans l'introduction à une poétique du l'hiver. Il y a une magnifique réponse à la question que vous posez. D'autres questions? Voilà, je prends la parole un peu, parce que je suis très en résonance avec ce que tu viens de dire. Il me semble que là où le politique et le poétique se rencontrent, c'est dans ce qu'on appelle comme ça une éthique du bien dire, c'est-à-dire de l'invention d'un dire qui fait mouche. Voilà. Et que c'est complètement différent du devoir de joliment s'exprimer. Et que si cette éthique est tenue, tous les reproches. Tu as été un chroniqueur inlassable, donc efficace. Tous les reproches s'évanouissent d'eux-mêmes. Puisqu'ils sont finalement pétris de l'obligation qu'il faudrait parler révolutionnaire d'une seule façon. Et ça, ce n'est pas un discours révolutionnaire. C'est un discours de conservateur de vieille révolution.